Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Yabon 24. Nous avons une vingtaine de minutes pour parler d'économie. Ces métiers bouleversent la notion du marché du travail traditionnel. L'offre et la demande en emploi ne dépendent plus du pays où l'on habite. De son pays, on peut travailler pour le compte d'une entreprise dans un autre pays. Ce projet d'externalisation bien pratique présente de nombreux points forts. Revenons sur les bénéfices pour une société de considérer une stratégie offshore solide. Est-elle appliquée cette stratégie-là au Gabon? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Quels avantages dans la lutte contre le chômage? Existe-t-il des initiatives dans ce sens? Nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure avec notre invité sur le plateau. Mais avant cela, dites-nous, c'est quoi la stratégie d'offshore? J'ai jamais entendu parler, c'est pas... La stratégie offshore, j'ai pas trop vent de ça quand même, par contre. Ouais. La stratégie offshore, c'est le mot qui fait l'écho, c'est très compliqué, vous allez voir. Allons-y découvrir avec Junior Premier, c'est la voix d'écho de l'écho. Bonsoir à tous. Le terme offshore est composé des mots anglais off et shore. Shore en anglais signifie tout simplement le littoral ou le rivage. Quant à off, il désigne l'éloignement. En d'autres termes, offshore signifie au large, en mer, à l'étranger. Par exemple, pour un centre d'appel, tous ceux qui concernent les tâches téléphoniques peuvent arriver depuis le Maroc, tandis que le service, lui, peut être assuré par une entreprise basée au Gabon. Mais attention, cette stratégie n'est pas que pour les centres d'appel. Plusieurs services peuvent être externalisés dans ce cadre. Il peut s'agir de la comptabilité, de la rédaction web, du secrétariat, du support informatique, de la saisie de données, du développement informatique ou de la gestion du référencement web. On peut parler de banque offshore, d'agence de web marketing, tout ce que l'on peut effectuer comme service à distance. Retenons pour la fin que la stratégie offshore serait alors celle par laquelle une entreprise décide d'externaliser en totalité ou en partie ses activités ou services à un ou plusieurs prestataires à l'étranger. Voilà, Modeste. Nous recevons sur le plateau Simplice V Asseco. Vous êtes directeur de projet informatique. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de cette stratégie qui peut aider à lutter contre le chômage. Donc dites-nous déjà quels sont les principaux intérêts à lancer des projets d'externalisation. Alors il faut comprendre que l'offshoring, c'est un moyen pour les grandes entreprises, notamment si je prends le cas de la France, du CAC 40, d'externaliser parce qu'un développeur, par exemple, en France, il vous coûte en TJM taux journalier moyen dans les 500 €. Et donc, quand on externalise ce type de service en Inde ou en Chine, ça vous coûte à peu près moitié prix. Donc, vous voyez que c'est une raison économique d'abord. Et aussi, il y a d'autres avantages, c'est qu'il y a en France, dans le cas, parce que quand on parle de l'offshoring, au niveau de l'Afrique, on n'est pas encore assez développé. En France, de ce que je sais, la notion d'embauche en CDI est très complexe. Et lorsque vous faites de l'offshoring, vous ne vous engagez pas. Donc vous, c'est une prestation que vous demandez à une entreprise de réaliser pour vous. Et ça vous épargne de tout ce qui est charges
patronales, charges au niveau de l'entreprise. Ça, Donc c'est c'est vraiment... un avantage économique, mais aussi au niveau de la main-d'œuvre qui parfois est moins chère lorsqu'on externalise. Ça, c'est vraiment pour qu'on comprenne bien qui utilise cette stratégie-là. Est-ce que c'est moi qui suis à la recherche d'un emploi? Est-ce que c'est l'entreprise qui finalement fait de l'offshoring? En fait, en général, c'est l'entreprise. Dans la majeure partie des cas, c'est l'entreprise qui décide de s'externaliser parce qu'elle n'arrive pas à trouver des ressources à moindre coût dans son pays. Donc, elle va s'externaliser et voir dans quelle mesure essayer de vendre, d'essayer d'acheter ou vendre moins cher. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui met sur le marché une offre et les entreprises dites de SS2I vont se connecter sur ces offres-là et proposer justement des solutions en offshore dans différents pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc, on a des gens qui pourront trouver du travail. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques dans lesquels cette stratégie-là est plus efficace que d'autres? Est-ce que moi, qui suis infirmière, je peux faire de l'offshoring? Ou bien alors, il faut être dans le numérique, dans l'informatique, être journaliste? Qui fait quoi finalement avec cette stratégie-là? Alors vous avez vu durant le Covid, là, donc il y a certains pays qui n'arrivaient pas à couvrir la demande en médecins, en infirmières. Et il s'avère qu'il y a certains pays qui ont positionné, c'est vrai que ce n'est pas vraiment de l'offshoring, c'était un cas spécial. Mais le domaine le plus important aujourd'hui, l'offshoring se fait à plus de 50%, c'est l'informatique, dans le domaine du numérique. Parce que l'avantage du numérique, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, un PC et les accès pour pouvoir travailler à distance. Très bien. Donc, les métiers de l'offshoring sont une délocalisation des services, comme vous nous l'avez dit, dans un autre pays où les coûts sont moins chers. Dans leur globalité, ces métiers sont liés, d'après nos recherches, au traitement et l'ingénierie informatique. La stratégie permet donc d'alléger les coûts, ça aussi vous nous avez dit. Mais est-ce qu'il y a un profil type? C'est-à-dire il faut être jeune, il faut être une femme, il faut... ou bien ça dépend du service Non, mais que ça l'on propose? pas spécialement, parce que vous avez des jeunes, dans le cadre du développement informatique, des jeunes développeurs qui peuvent travailler sur un ensemble de solutions, mais on a aussi besoin des experts, des gens comme moi, qui sont aujourd'hui, pour information, on a à peu près 36 millions de personnes qui sont développeurs nomades. Donc ils sont partout dans le monde, mais ils travaillent pour plusieurs entreprises et parfois en même temps. Vous voyez, donc il n'y a pas de critère d'âge, c'est plus la compétence qui est recherchée à moindre coût dans un pays extérieur. La compétence recherchée à moindre coût. On a vraiment là l'impression qu'on parle beaucoup du profit de l'entreprise, mais derrière, il y a également la lutte contre le chômage. Donc, comment on fait le lien entre cette stratégie-là d'offshoring et la lutte contre le chômage? En quoi cette stratégie peut aider le gouvernement à lutter contre le chômage? Exactement, l'avantage est donné à l'entreprise qui a des personnes à placer. Vous voyez, si on prend le cas de la Chine ou de l'Inde aujourd'hui, l'Inde est devenue la plaque tournante, parce qu'avant c'était la Chine, mais l'Inde est devenue la plaque tournante en termes de, je pense qu'ils sortent à peu près 100 000 ingénieurs par an, vous imaginez, des ingénieurs qui sortent et qui maîtrisent ces outils informatiques. Et donc, ce qui fait que le taux de chômage finit par baisser au fur et à mesure que justement l'offshoring se développe. Et malheureusement, dans les pays qui font de l'offshoring, il y a la main-d'œuvre justement qui s'externalise et qui va à l'extérieur. Vous voyez, donc le pays qui fait de l'offshoring, un peu comme les pays en Europe, la France, etc., positionnent, font des offres, font des appels d'offres dans d'autres pays. Donc ce sont ces pays-là qui sont en réalité bénéficiaires sur le plan réduction du chômage, mais les grandes entreprises qui sont dans ces pays en France, eux, ils bénéficient beaucoup, le bénéfice est beaucoup plus sur le côté économique. Donc en fait, les deux sont plus ou moins gagnants, parce qu'il y a aussi le fait que lorsque vous faites de l'offshoring, ce sont des données externes que vous gérez et en cas de problème, on peut avoir des ruptures de contrat. Ce n'est pas vraiment des CDI qui sont garantis à 100%, mais vous avez l'assurance d'avoir un travail, vous avez l'assurance qu'à partir du moment où vous avez une connaissance dans un domaine pointu et vous avez déjà fait de l'offshoring avec une entreprise, c'est plus facile pour vous de pouvoir switcher, aller dans d'autres boîtes. Vous nous avez fait remarquer que l'offshoring n'est pas encore quelque chose d'assez bien cerné, d'assez bien compris en Afrique. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Vous savez, il y a 10 ans, il y a 5 ou 10 ans, au niveau du Gabon, c'est très compliqué au niveau des infrastructures. Donc la connexion Internet, ce n'était pas la peine du tout. Mais depuis quelques années, 2 ou 3 ans, et je félicite l'État pour ça, la connexion est de bonne qualité. Effectivement, aujourd'hui, on a même la première place sous-régionale. Voilà, le Gabon justement a pris la première place dans ce domaine-là. Et donc, il y a quand même des efforts qui ont été faits sur le plan infrastructure.
Et donc, nous, on dit à l'État, vous avez mis en place des infrastructures, mais il faut que vous regardiez, vous essayiez de voir comment utiliser ces infrastructures qui ont été développées au niveau du Gabon. Et l'État peut très bien le faire en réorientant tout simplement, en demandant à un maximum de personnes de s'orienter dans le domaine du numérique parce que le boulot, il y en a énormément. Juste quelques statistiques. Vous savez, le Gabon pèse environ 60 milliards. Il y a 60 milliards en chiffre d'affaires dans le domaine du numérique au Gabon. Et en Afrique, nous avons à peu près 700 000 développeurs, 700 000, et la demande, c'est 4 millions de développeurs. 4 millions de développeurs qu'il nous faut avoir. Donc même si toute la population gabonaise décide de faire du code, du développement informatique, ils seront tous positionnés quelque part. Et donc on a juste besoin que la volonté politique, que ce soit le ministère de la formation professionnelle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, que ces ministères réfléchissent à de nouveaux modèles. Là, vraiment, le but, c'est de renforcer le nouveau socle de compétences. Le numérique tient une place centrale dans le monde actuel. Et puis, vous nous parlez beaucoup, ça c'est vraiment pour les jeunes qui nous suivent, vous parlez beaucoup du métier de développeur informatique. C'est quoi exactement? C'est quoi son rôle? Vous avez des applications mobiles. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui écrivent des lignes de code. Des lignes de code informatique. En gros, c'est un algorithme qui est transformé dans un langage, dans une certaine syntaxe. Et c'est cet algorithme-là que vous finissez par voir, qui sort en front office. Donc, on a des gens qui travaillent l'informatique pour ce qui est du développement. Vous avez ce qu'on appelle du back-end, des gens qui travaillent en arrière-plan. En gros, c'est comme faire de la cuisine. Et vous avez le front-end, la partie visible, le plat qui est posé sur la table. Et donc, du coup, les informaticiens, dans le domaine de l'informatique, quand on parle du code, il y a le codeur, mais il y a un ensemble de métiers autour. Donc, les personnes qui vont se lancer dans le métier du code, en fait, ce qu'on leur dit, c'est apprenez à coder. Si vous n'êtes pas bon en code, vous pouvez, par exemple, faire des spécifications ou écrire des cahiers de charges fonctionnels. Et ça, il suffit de savoir lire et écrire. Pas besoin de faire de l'informatique de haut niveau. Vous pouvez, par exemple, travailler dans la sécurité informatique. Et pour information aussi, c'est une statistique à retenir, il y a environ 3,4 millions de postes non pourvus dans le domaine de la sécurité informatique. Extraordinaire. Parce que il y a beaucoup de piratage un peu dans le monde. Donc vous avez une douzaine ou une quinzaine de métiers qui sont liés à ça. Et vous militez pour la mise en place d'une réelle stratégie d'offshoring qui peut aider le gouvernement à vraiment lutter contre le chômage quand on sait qu'on traverse une période difficile. Mais cette stratégie d'offshoring, il y a des conditions quand même pour la mettre en place. Il faut des étapes. Est-ce qu'on se lève un matin et puis on dit, bon, ça y est, on va signer des partenariats avec des entreprises, ou je ne sais pas comment ça se fait déjà, comment on la met en place, cette stratégie. Et puis, quelles sont les conditions pour que ça marche? Alors, un des gros problèmes qu'on avait, c'était la connexion Internet. Et je dis aujourd'hui, la connexion Internet, on l'a. Au moment où je vous parle, ce matin, j'étais en télétravail. C'est-à-dire que j'ai piloté mes équipes tout au long de la journée. Tout se passait super bien. Je n'ai pas eu de coupure, de rupture. Voilà pourquoi le gouvernement, pour ça, a félicité pour les infrastructures numériques. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est qu'il suffit d'avoir un PC, une connexion Internet. L'investissement, il n'est pas lourd du tout. Mais c'est ce que les gens, quand ils entendent offshore, ils s'attendent à ce qu'il y ait des investissements exceptionnels. Non. À partir du moment où vous avez Internet, vous avez un ordinateur, c'est largement suffisant. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de développeurs, je ne pense pas qu'on ait plus de 1000 développeurs au Gabon, alors qu'au Cameroun, c'est plus de 17 000. Donc, l'objectif que nous, on s'assigne, c'est déjà de former les gens dans les domaines qui sont recherchés aujourd'hui en France. Je vais vous prendre un exemple. Les grandes entreprises, il y a un de mes collègues, je fais venir un de mes collègues, un expert dans le domaine de la big data. Il me dit, Monsieur Mvé, j'étais dans l'avion Air France, mais je n'ai pas compris, la moitié des gens, ils étaient blancs et d'autres, ils étaient noirs. C'est un Français qui me parle. Mais pourquoi il y a autant de Français qui vont au Gabon? Pourquoi il y a autant de blancs? Il n'y a pas que les Français, c'est mélangé. C'est parce que les grandes entreprises qui sont de la Fed, c'est la FEG, ça a changé, l'ex-CPG, ces grandes entreprises ont besoin d'un certain type de compétences qu'on ne retrouve pas ici. Si je prends le cas de SAP, qui est un logiciel de gestion décret, les ERP, ces ERP-là, les gens ne savent pas qu'en 2025, on est en train de faire une migration de l'ancienne version ECC vers S/4HANA, qui est la nouvelle version d'SAP. Et cette nouvelle version, à partir de 2025, il n'y aura plus de mise à jour dans l'ancienne version.
Donc, en 2025, on risque d'avoir plusieurs entreprises qui vont se réveiller en retard. Et donc, en termes d'offres, on aura énormément d'offres dans ce domaine-là. Mais si on ne se prépare pas, on ne va pas réussir à prendre cette part de gâteau. Donc, moi, ce que je veux dire à l'État, c'est qu'on a encore 2 ans. On peut encore se battre pour pouvoir réussir ce challenge-là. Donc, c'est simple. C'est juste demander à ce qu'il y ait une réorientation. Ce n'est pas compliqué, hein, et quel que soit le niveau des gens, l'avantage de l'informatique, c'est ça. Si vous avez de l'appétence en informatique, quel que soit votre niveau, vous pouvez travailler. Quelle que soit votre filière même. Si vous pouvez raisonner, je vous dis, j'ai des gens de l'UOB qui développent des applications. Ils sont passés par l'école 241 que je félicite, le centre de formation 241. On les a récupérés à Cyber School, on a rajouté un peu le côté professionnel. Aujourd'hui, on les positionne sur les marchés. J'ai 40 personnes en ce moment. Et ce n'est pas suffisant. Et vous proposez d'ailleurs une solution. Vous m'aviez parlé avant de l'émission d'une formation que vous voulez offrir à 10 000 jeunes, je pense. Oui, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, tout seul, je ne peux pas y arriver. J'essaye de dire à l'État. J'ai entendu le discours du chef de l'État qui parlait des 10 000 auto-entrepreneurs. Non, 100 000 auto-entrepreneurs. On veut dire à l'État, dans les 100 000 là, on peut avoir 10 000 minimum. C'est le strict minimum. Si on réoriente avec les infrastructures qui sont aujourd'hui reconnues au niveau sous-régional, il suffit tout simplement que l'État se réoriente. Et nous, on est là, on a l'expertise. Je sais ce dont on a besoin. Je vous ai parlé d'SAP. SAP, c'est toutes les grandes entreprises. Que ce soit Total, toutes ces boîtes, en fait, ils utilisent ces logiciels, ces ERP. Mais les ressources, on ne les trouve pas ici. Il faut faire des grandes écoles d'ingénieurs en France, etc. Alors qu'on peut former les gens. En 3 ans, on pouvait maîtriser toutes les notions qu'il y a dans SAP. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est la même chose qui s'est fait en Inde. L'Inde a beaucoup misé sur les infrastructures. Et aujourd'hui, l'Inde forme les meilleurs ingénieurs qui soient. Alors qu'avant, c'était la Chine. Donc, ils sont déjà très avancés. Et nous, aujourd'hui, au Gabon, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose. Qu'est-ce qui justifie le fait que depuis, on essaie de se lancer, mais on n'y arrive pas? Est-ce qu'il faut mieux sensibiliser? Est-ce qu'il faut retirer certaines filières? Est-ce qu'il faut promouvoir certaines? Comment mettre en place cette motivation-là auprès de la jeunesse? Très bien. Je ne vais pas m'avancer à supprimer des filières parce que toutes les filières sont importantes. Il faut juste renforcer le socle de compétences. Je vous disais tout à l'heure, vous faites la sociologie. À un moment donné où vous êtes dans le droit, il faut que vous maîtrisiez au moins le B.A.B.A. Donc les outils informatiques, le B.A.B.A, Word, Excel, PowerPoint, ne serait-ce que ça. Donc il faut renforcer ce socle de compétences pour les gens qui sont dans les grandes universités comme l'UOB, etc. Donc il y a une offre pour ça. Maintenant, il y a une offre qu'on souhaite proposer à l'État. Quel que soit, on peut lancer un concours international, un concours national, et on prend 10 000 d'entre eux, ou 1000 si vous voulez, parce que moi je crois tellement au projet, parce que je vous dis, il y a aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'Afrique, il y a 4 millions de développeurs qu'on est censé avoir pour couvrir le chiffre d'affaires, s'il vous plaît, des 10 000 milliards de francs CFA. 10 000 milliards de francs CFA pour l'Afrique. Et aujourd'hui, on n'a que 700 000. Donc 10 000, c'est absolument rien du tout. Donc nous, on veut une chose, c'est que l'État réoriente tous les centres de formation, toutes les grandes écoles à faire de l'informatique, que ce soit même imposé si c'est nécessaire, à toutes les écoles, qu'ils ouvrent une branche en rapport avec le développement d'applications web et mobiles et bien évidemment aussi les ERP qui vont arriver. Donc s'ils le font, l'État va devenir en Afrique, et c'est ce que je souhaite, quand je dis l'État, c'est le Gabon peut devenir vraiment une destination privilégiée pour ces entreprises, et notamment même pour la France. On a des bonnes relations avec eux, on a 1 heure de décalage horaire, on a la même culture. Vous imaginez le nombre de marchés qu'on peut avoir? Aujourd'hui, en Inde, je vous dis, c'est 400 €. Alors avant, ils étaient à 250 € la journée, ils sont passés à 400 €. Donc, si on a une offre compétitive, on dit, pour démarrer, on prend 200 €. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'État pourrait faire en sorte que des centaines de jeunes Gabonais, depuis leur maison, arrivent à avoir un emploi, un contrat de travail, un salaire sans pour autant avoir besoin de prendre l'avion à chaque fois. Donc, parce que vous êtes dans le domaine, généralement, comment se fait le choix d'un prestataire offshore? On se base sur quoi? En gros, en général, c'est par rapport à l'expérience. Parce que ce qui se passe, c'est aussi à ce niveau, on a besoin de l'État, du gouvernement. C'est-à-dire les grandes entreprises se disent en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un problème, la grande entreprise, on la connaît déjà, elle est installée, elle a pignon sur rue, ils ont un capital,
Et donc, en cas de souci, c'est des assurances. Hein. En gros, le modèle qu'on va créer, c'est de dire, une fois qu'on vous prend en offshore, on met une assurance avec une banque locale. En cas de problème, le problème, ça peut être le jeune ne répond pas justement à la demande ou il a perdu son PC. C'est des choses qui peuvent se payer rapidement. Il n'y a pas de souci à ça. Mais c'est à force de propositions. Moi, aujourd'hui, ils ont confiance en moi. Je travaille avec eux, je dirige des projets depuis longtemps. Donc, je connais comment le process se fait. Aujourd'hui, si je leur présente un groupe de développeurs, ils vont le prendre tout de suite. Ils seront d'accord. Maintenant, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de former, d'avoir davantage de personnes, parce que quand vous gagnez un projet à l'offshore, quand les besoins arrivent, et on sait très bien qu'avec le Gabon, ça peut être un peu... Voilà, il faut qu'on soit capable, quand on a des bugs, d'avoir des personnes en backup qui reprennent le projet. Voilà, donc moi, j'hésite. Pour l'instant, je n'ai que 20 développeurs qui sont déjà submergés, 20 à 40, qui sont submergés par les demandes au niveau local. L'administration gabonaise, il y a énormément de choses à faire. Et vous savez, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des compétences, ils font de l'offshoring inversé. C'est-à-dire qu'ils vont appeler des boîtes à l'extérieur qui viennent ici au Gabon pour traiter des problèmes, résoudre des problèmes dans le domaine du numérique. Ce n'est pas normal. Parce que d'autant plus que c'est de la data du Gabon qui sort, qui va à l'étranger. Effectivement. Et donc, du coup, ne serait-ce que l'administration gabonaise, je vous dis, il y a 60 milliards qui sont posés là dans le domaine du numérique. Regardez les administrations, les sites web des administrations. Maintenant, on parle beaucoup de dématérialisation Exactement. des données et tout ça. Mais à côté, vous nous présentez la chose sous un bel angle, on en salive. Mais attention, il y a aussi la question du contrat. Est-ce que tout est fiable avec cette stratégie-là? Je vous l'ai dit au début, l'objectif c'est de se dire, nous on a une SS2I, c'est-à-dire une entreprise d'informatique qui place des gens dans les grandes entreprises un peu partout. Et donc on se dit, on a un contrat et on signe un contrat de chantier avec la personne. Renaud me dit, j'ai besoin d'un développeur pendant 1 an. Et donc du coup vous faites avec moi la prestation pendant 1 an. Et quand on arrive autour du 8e, moi, je commence à chercher des marchés auprès d'autres personnes. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'ils renouvellent. Ils passent leur temps à renouveler parce que la demande, il n'y a pas suffisamment de développeurs. Et je vous le dis aujourd'hui, si vous ne travaillez pas pour les entreprises en offshore, il y a énormément de demandes au niveau du Gabon. Il y a des demandes au niveau régional, sous-régional. Il y a des demandes pour l'Afrique. Il y a des demandes même pour vous-même, pour être auto-entrepreneur et commencer à développer des applications. Aujourd'hui, si l'État, moi vraiment je m'adresse à l'État, qui se réoriente vers ces métiers du numérique-là, demander à toutes les écoles de former, d'ouvrir une filière dans le développement informatique. On identifie les meilleurs d'entre eux et ils peuvent faire une sorte de classe prépa. Je pensais à ça, une sorte de classe prépa d'élite qui fait du développement informatique. L'offshoring, c'est aussi quand même une question de sécurité. Est-ce qu'au Gabon, on a les moyens pour après assurer cette sécurité-là pour que des données ou alors des informations que l'on ne veut pas perdre soient sécurisées? Pour l'info, les grandes entreprises, elles sont déjà très sécurisées. Moi, je vous dis, depuis ce matin, je suis en télétravail. Et donc, pour avoir accès à mes données, donc ils m'ont repéré, j'ai discuté avec eux, ils ont mis un ensemble qu'on appelle d'outils qui permettent de savoir ce que vous faites avec leurs données. Donc eux, ils n'ont pas de souci avec ça. Je vous dis, il y a 36 millions de développeurs nomades dans le monde. C'est-à-dire qu'il se balade un peu partout dans le monde, il est compétent, mais il n'a pas envie de rester cloisonné dans une salle. Aujourd'hui en France, un ingénieur sur 2 est en télétravail. Un ingénieur sur 2 est en télétravail. C'est une aubaine, je vous assure, les vannes sont ouvertes. C'est vraiment au pays, je vous dis, d'ici l'année prochaine, ce discours que je tiens devant vous, je vais le tenir au Congo, je vais le tenir en Côte d'Ivoire, où je suis aussi attendu. Donc le Gabon a sa chance à saisir, être pionnière, vraiment, notre pays peut être vraiment pionnier dans ce domaine du numérique, parce qu'on a les infra. Vraiment, j'insiste, le Gabon a l'infrastructure. On est suffisamment assis sur le plan. Est-ce que la stratégie offshore a des alternatives? Si on ne passe pas par ça, on peut passer par quoi pour lutter contre le chômage et répondre aujourd'hui à des enjeux tels que celui du numérique? On a organisé, l'une des raisons pour lesquelles je suis venu au Gabon, c'est parce que j'étais invité par le Pôle national de promotion de l'emploi, donc l'ex-l'ONE. On organise avec eux ce qu'on appelle un business booster. Et le business booster qu'on a organisé,
les années d'avant, là, on avait, l'année dernière, je pense, on est en notre 4e édition, il me semble, on l'organisait qu'au niveau de Libreville. Et cette fois-ci, ils ont innové, ils sont allés en province. Donc on a fait le Business Booster, on avait 1230 inscrits. Le Business pour ces Booster Business qui Booster, est, rappelez-nous. qui est en fait une sorte de concours de plan d'affaires qui est organisé, parce que le président a parlé des auto-entrepreneurs, et donc l'ONE, enfin l'ex-l'ONE qui est le PNPE, a créé une maison de l'auto-entrepreneur. Et donc, des personnes qui n'arrivent malheureusement pas à trouver du boulot, parce qu'ils ont une grosse base de données, ils essayent d'identifier parmi tous ces gens, les personnes qui ont le profil entrepreneurial. Et donc, nous, on travaille avec eux, on est un peu en backup, on est, un partenaire technique qui aide à identifier tous ces profils-là, et eux, ils font le suivi qui va avec. Et donc, cette année, on a identifié un ensemble de personnes, et il y a 100 Gabonais qui vont bénéficier d'un prêt allant de 1 à 5 millions de francs CFA pour lancer leurs activités. Très bien. Et ça, c'est lutter aussi contre le chomage, mettre un Gabonais dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat. Donc, la question de l'internaute, avant de nous séparer, Simplice V à ce coup, la question de l'internaute, c'est celle d'Alexis depuis quelque part à Libreville. Alexis dit, qu'est-ce que je dois mettre comme atout pour toujours être placé en cas de stratégie offshore ? Le premier atout, c'est l'informatique. L'offshore, aujourd'hui, 80%, quand on parle de l'offshoring, c'est du dev, c'est du développement informatique. Donc, essayez de vous intéresser à tout ce qui touche le numérique. Vous pouvez ne pas être excellent dans le code, mais vous pouvez travailler dans la sécurité informatique. Vous pouvez être un bon chef de projet, vous n'êtes pas développeur, mais vous organisez les équipes. Vous pouvez travailler dans le domaine de l'expression du besoin. Vous savez, avant que le codeur, là, le développeur, il fasse son code, il y a des gens qui vont voir le client, qui vont écrire le cahier de charge fonctionnel. Il suffit de savoir lire et écrire, tout simplement. Et donc, vous rédigez le cahier de charge fonctionnel, vous identifiez toutes les features nécessaires, et ces features sont mises à la disposition des développeurs qui les transforment en user story, et ces user stories sont développées, et à la fin, il y a aussi les tests. J'ai oublié pour finir, on a besoin de savoir lire et écrire l'anglais, c'est important. Pour le coup, pour faire de l'offshoring, vous allez travailler avec des grandes entreprises, donc c'est important de maîtriser l'anglais. Et donc, vous allez par exemple faire des tests. Des tests, c'est vérifier. Est-ce que c'est rouge sur la partie gauche de l'application? Oui, c'est rouge. Est-ce que c'est écrit dans les normes qui ont été définies dans le cahier de charge? Oui, tout simplement. Donc, pas forcément besoin d'être un bon codeur, mais vous pouvez tester les applications que les gens de l'offshore et bien évidemment aussi sur le plan national sont en train de développer. Merci beaucoup à vous, Simplice V. Asseco. Je rappelle que vous êtes directeur de projet informatique. Merci pour toutes ces explications. J'espère que la jeunesse nous a suivis et qu'elle va comprendre qu'il va falloir maintenant diversifier les formations pour répondre aux besoins actuels. Le chômage est un concept simple, mais d'une réalité complexe. Il est aujourd'hui au cœur des préoccupations des économies modernes et contraint les États à mobiliser les instruments les plus divers pour l'enrayer. Des stratégies existent encore. Faudra-t-il les encourager et surtout les encadrer? Merci de nous avoir suivis. Restez sur Yabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.